Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous accueillons ce matin Ricardo Seitenfus à la rubrique Le Point. Ricardo Seitenfus est professeur d'université, docteur en relations internationales. Il a donc été représentant spécial du secrétariat général et chef du bureau de l'OEA en Haïti de 2009 à 2011. Il a reçu également la distinction de l'ordre de grand chevalier de la République d'Haïti et la décoration de grand officier de l'ordre de Rio Branco du Brésil. Il est avec nous ce matin, pas pour parler de l'aide internationale où son efficacité est mise en question, mais Ricardo Seitenfus va nous parler des Nations Unies et le choléra en Haïti, coupable mais non responsable. Donc c'est une question qu'il s'est posée dans le livre, le dernier en date, rédigé sur Haïti. Bienvenue à Métropole, M. Seitenfus, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Merci beaucoup pour l'invitation, Wendell. Bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, aux auditeurs, aux auditrices. C'est toujours un plaisir de revenir en Haïti, même si pour traiter d'un sujet douloureux, d'un sujet difficile, mais indispensable également. Donc c'est ma deuxième contribution au rapport qui entretient le monde, surtout le monde occidental, et dans le cas d'espèce, les Nations Unies avec Haïti, autour de cette question, comme je dis, douloureuse, qui est l'introduction du vibrion colérique en Haïti. En vous présentant au public de Métropole, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Vous pouvez dire que ce livre, je suis venu du Brésil expressément pour son lancement, et qu'il va être lancé aujourd'hui au Plaza, à l'Hôtel Plaza, et jeudi prochain, de 10h à 17h, au Mopana, et qu'il est édité par le C3 Éditions, ici à Port-au-Prince, et qui donc c'est un livre qui fait un survol de cette question en mettant un dialogue entre la médecine, j'ai fait appel à des spécialistes, le docteur Piarou, le docteur Henrys, le docteur Rebardeux, et également au droit. C'est-à-dire parce que vous avez bien fait de souligner qu'il y a par le titre, il y a un sous-titre, et avec un point d'interrogation. Mm-hmm. Parce qu'après 6 années d'atermoiements et de négations, finalement en 2016, je rappelle que le choléra apparaît pour la première fois dans l'histoire. Il n'a pas été réintroduit en Haïti, mais il a été introduit pour la première fois dans l'histoire en octobre 2010. Mm-hmm. Seulement à la fin de son mandat, le secrétaire général Ban Ki-moon reconnaît que les Nations Unies ont été à l'origine malencontreuse de l'introduction du choléra. Mais il dit que les Nations Unies, en fait, ont fait cela, mais ne sont pas responsables. Ils ont uniquement une responsabilité morale. Et j'en discute justement sur la responsabilité légale des Nations Unies. Oui, et vous le dites dans le livre justement. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise de vous que Seitenfus a l'organisation mondiale la plus importante sur le dos? D'abord, on se souvient des difficultés que vous avez eues avec Edmond Mulet, quand ce dernier avait invité le président Préval à laisser le pays, lui rappelant qu'il y a déjà un avion qui l'attendait. Oui. Et vous étiez le premier apparemment à protester. Apparemment non, certainement. Certainement, vous étiez certainement... Empêché. Oui, le premier et peut-être le seul. Non, après j'ai été suivi par d'autres. D'autres. Donc, tous les représentants de la communauté internationale qui étaient présents à cette réunion vous ont suivi. Pas tous, mais comme il n'y avait pas l'unanimité, on a laissé tomber cette question. Parce qu'il fallait un consensus. Et moi, j'ai rompu le consensus. Vous savez, Wendell, je peur de rien. Je peur seulement de ma conscience. Et on vit avec. Est-ce que depuis, vous avez rencontré Edmond Mulet?
Non. Vous ne lui avez jamais parlé Aucun après? intérêt. Bon, ça c'était une parenthèse. Non, c'est une pièce d'enrouage d'une machine. J'en veux pas aux gens, aux personnes, j'en veux aux institutions. Et ce livre est pour sauver les Nations Unies. C'est ça. Sauver les Nations Unies de son naufrage moral. C'est de ça qu'il s'agit. Juste pour que les téléspectateurs, téléspectatrices le sachent, moi, je suis docteur en relations internationales et spécialiste en organisations internationales. J'ai un livre qui s'appelle Manuel des organisations internationales, à l'8e édition au Brésil. Tous les étudiants qui font du droit et qui font des études internationaux consultent mon livre. Donc, je suis un spécialiste des Nations Unies. Mais je suis également un critique quand il faut le faire. Mais une critique constructive, parce qu'à la fin du livre, il y a tout un chapitre dédié aux propositions. Comment fait-on pour s'en sortir de cette situation impossible de tenir longtemps sans que les Nations Unies perdent la face et perdent la qualité morale de l'institution gardienne des valeurs de droits humains fondamentaux. Je rappelle aux téléspectateurs, aux téléspectatrices qu'on vient de commémorer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont les Nations Unies sont les dépositaires fidèles. Oui. N'est-ce pas, de 48. Donc, le premier principe, c'est quel droit? Le droit à la vie. Arrêtons-nous sur cette phrase que vous avez écrite. Le lecteur sera envahi par un sentiment de révolte, né de l'attitude basse, méprisante, truffée de mensonges et de couardise des mentors de l'Organisation des Nations Unies. Jamais l'ONU n'a traité un État membre, de plus un État fondateur, de manière aussi cavalière dont font l'objet Haïti et son peuple. Pourquoi vous avez dit ça? Parce que le lecteur doit être averti qu'il va rencontrer un livre dur. Un livre... Dur, mais pas méchant. Non, méchant, non. Il est dur parce que la réalité est dure. Moi, j'aimerais bien écrire sur le sexe des anges, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas une histoire de la fée enchantée, cette histoire du choléra. C'est une histoire terrible. Il y a d'abord, en fait, les Nations Unies, par mégarde, par omission, par désorganisation, amènent des soldats porteurs du vibrion colérique. Bien. Là, c'est quelque chose de malheureux. Quand on découvre cela, vers le 19 octobre 2010, mais le pire va arriver après, lorsque les Nations Unies vont camper sur une position intenable en disant « c'est pas nous ». Oui. Donc, et à votre avis, les Nations Unies savaient que c'était elles les responsables? Bien sûr. Et cette décision a été prise au plus haut niveau politique. Pourquoi ont-ils fait cela? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord une raison financière. C'est-à-dire qu'on déclenche une épidémie de choléra dans un pays, il va falloir, si on reconnaît que c'est notre faute, notre responsabilité, il va falloir indemniser le pays, les familles des victimes, enfin. Parce qu'on a commis une faute. Et tout système juridique se tient, le principe de la responsabilité est la pierre d'achoppement du système. Bien. Ensuite, parce que les opérations de paix des Nations Unies ont pris une dimension extraordinaire dans le système des Nations Unies. Depuis la fin des années 80, la fin de la guerre froide, on a eu une augmentation de plus de 3000% du nombre des opérations de paix. Aujourd'hui, depuis lors, même il y a eu des pics plus hauts, plus de 60% du budget total des Nations Unies proviennent des opérations de paix. Donc c'est une grosse machine bureaucratique, mais également financière. Et d'autre part, une autre raison, étant donné cette situation, on a bloqué toute interprétation dissidente au sujet de la responsabilité des Nations Unies dans le cadre des opérations de paix. Et on a cantonné ces décisions uniquement et exclusivement au Bureau des affaires juridiques auprès du secrétariat général. Même les secrétaires généraux des Nations Unies qui ont accompagné la vie des Nations Unies, et même l'actuel, ne pipent pas mot sur cela. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont accompagné, mais aucun
membre du système des Nations Unies, du plus simple fonctionnaire au représentant spécial, au secrétaire général, ne parle de cela. C'est un sujet tabou. Il y a une personne qui un jour a dit une phrase un peu truquée, c'était Bill Clinton, qui était l'envoyé spécial de Ban Ki-moon en Haïti, en disant oui, il paraît que des soldats des palais ont apporté le choléra, mais c'est le seul. Même le représentant des droits humains, pendant très longtemps, sauf le dernier, ne parlait pas de cela. Donc, c'est que j'attire l'attention que le système des Nations Unies a été pris et sous la mainmise des principes qui sont issus du Bureau des affaires juridiques en méconnaissance des principes légaux, des conventions internationales et des principes même de la Charte des Nations Unies. N'est-ce pas? Donc c'est ça que j'attire l'attention, moi et d'autres juristes et d'autres spécialistes. On n'est pas nombreux, mais on est quand même quelques-uns. Ce livre n'est pas, comme j'ai dit, un cri isolé. Le maître Mario Joseph, qui fait la préface du livre, a fait un travail extraordinaire ces 8 dernières années, sans beaucoup de succès d'ailleurs, pour représenter la victime. Mais voilà les raisons qui m'amènent à écrire ce livre, c'est pour tirer la sonnette d'alarme sur le cas précis, mais également pour dire aux Nations Unies, il faut que quand vous combattez armes à la main, armes offensives, il faut que vous respectiez les conventions de Genève. Il faut que vos soldats, comme tous les soldats des pays signataires des conventions de Genève et du droit de la guerre, respectent ce qui est inclus dans les conventions de Genève. Et les conventions de Genève disent, entre autres, parce que c'est toute une montagne qui a été créée d'une législation pour encadrer les combattants, comment traiter les prisonniers de guerre, comment traiter les blessés, comment se comporter face à la population civile, ne pas polluer les eaux, ne pas jeter du poison dans les rivières. Enfin, depuis la guerre des Crimée, depuis la moitié du 19e siècle, et les Nations Unies, les combattants au service des Nations Unies, sous les drapeaux des Nations Unies, c'est gravissime. C'est le seul combattant, même offensif, on voit ce qui se passe au Congo, qui ne respecte pas les droits de la guerre à cause d'une interprétation abusive de leur immunité. Et c'est ça que ce livre discute. Donc les Nations Unies étaient chargées de faire respecter la Convention et dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, les Nations Unies ont elles-mêmes enfreint la Convention de Genève. Bien sûr. On parle ici aux circonstances, quel recours? Pardon? Quel recours si les Nations Unies enfreignent elles-mêmes la Convention de Genève? Justement, en donnant une interprétation abusive du pouvoir du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité décide, puisqu'il décide, c'est la loi. Et également en appliquant la Convention de Londres sur l'immunité, qui est de 1946, avant qu'il n'y ait des opérations de paix offensives, comme on a vu, comme plusieurs dizaines des opérations de paix des Nations Unies, avec des armes offensives. Et la Convention de Londres, elle se dirigeait à étendre la protection diplomatique qui était accordée aux agents de l'État envoyés à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux civils. Et qu'est-ce qui fait les Nations Unies, et même la Cour internationale de justice, et le secrétariat et le Bureau des affaires juridiques, interprètent cela également en faveur des militaires. Et ceci, c'est un abus, c'est une extrapolation inacceptable. Il faut qu'ils respectent le droit de la guerre. Et ça, l'affaire du choléra en Haïti démontre d'une façon tout à fait claire que les seuls combattants aujourd'hui qui mènent une guerre, même si c'est une guerre juste, ça c'est une autre histoire, mais qui ont des armes offensives et qui ne respectent pas les lois de la guerre, ce sont les soldats au service des Nations Unies. Nous avons compris que les Nations Unies ont choisi de se taire, ceci pendant longtemps, pendant 6 ans, sur le choléra. En Haïti, il y a des organisations qui ont passé le plus clair de leur temps à protester, à dénoncer l'introduction par les Nations Unies du choléra en Haïti. Et parallèlement, vous faites votre travail d'enquête, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, est-ce que nous devons nous arrêter
aux chiffres officiels communiqués par plus d'un. Je veux parler des 10 000 morts dont font état certaines organisations et même le gouvernement. Oui, 10 000. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il y a d'autres découvertes parallèles qui avaient été faites sur le nombre de personnes tuées par le choléra? Avant de te répondre à cette question précise, je rappelle un fait très important qui, pendant que les Nations Unies mettaient en avant une politique de diversion, cacher la vérité, fermer la base, ne laisser personne entrer, ni des chercheurs, ni des médecins, ni des journalistes, des gens mouraient par milliers. Parce qu'on ne savait pas quels étaient les vibrions qu'il fallait attaquer. Et on ne savait pas si c'était quelque chose de très important ou si c'était quelque chose d'éventuel. Parce que si on avait su depuis le départ qu'il y avait des déchets humains qui étaient jetés dans la rivière des Meilles, dans le département d'Artibonite, près de Mirebalais, on aurait pris des mesures immédiatement pour avertir la population, pour dire les enfants ne jouez pas dans la rivière, on va chlorer l'eau. Donc, le pire aurait pu être évité. Bien sûr. Et c'est ça. Non, mais est-ce que les Nations Unies, en ce sens-là, ont agi sciemment? Bien sûr. Est-ce qu'elles ont agi en connaissance de cause? Est-ce qu'elles savaient dès le départ bien sûr. Que ce sont les Népalais qui avaient... Non, bien sûr. Ils savaient pertinemment. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et c'est ça... À dessein. Et c'est ça, j'ai expliqué le pourquoi. Et c'est ça qui est véritablement un crime. Le fait d'apporter le choléra, c'est malheureux, on peut avoir une série de qualificatifs, mais cacher la responsabilité au début, qui s'est prolongée pendant 6 années, a fait en sorte que des milliers de personnes qui sont mortes auraient pu être sauvées. Donc, quand tu me poses la question sur les chiffres du nombre de morts, on ne saura jamais. Le docteur Piarou fait des calculs pour le nord d'Haïti, là où, à partir du département du centre, l'Artibonite vers le nord, avec des extrapolations par des villages, par des familles, il arrive à un chiffre qui est 5 fois plus supérieur au chiffre officiel. Il parle de 50 000 morts. Il parle de 50 000 morts et 800 000 infectés. Donc, mais je crois que le pire, c'est ne pas avoir apporté le choléra. C'est avoir caché d'avoir apporté le choléra en mentant, en omettant, en faisant en sorte qu'on ne sache pas immédiatement que c'était le vibrion colérique qu'il y avait à Katmandou, dont le soldat venait d'arriver en Haïti à la mi-octobre, et que c'était une épidémie connue. Et si les Nations Unies ont introduit et ont caché la vérité, à votre avis, vous ne pensez pas que la bataille ne fait que commencer? Ah, bien sûr que oui. Et comment maintenant mener cette bataille? Bien sûr que oui. Je crois qu'il y a deux chemins de la bataille. Il y a un qui est le maître Mario Joseph avec le bureau des avocats internationaux qui mène depuis toujours, depuis 2010, au bénéfice des familles des victimes. Il y a une autre qui devrait être menée par l'État haïtien. L'État haïtien, pendant toutes ses présidences, et d'ailleurs ce livre, il naît d'une demande du gouvernement provisoire du président Privert pour faire un rapport. Je le fais, le rapport. Et comme le rapport a été mis dans un tiroir, je ne sais pas, on ne m'a rien dit, qui serve pour servir de base à une position officielle, parce que, Wendell, entre nous, le gouvernement haïtien n'a jamais eu une position officielle sur cela. Il n'a pas un document relatant les faits, par exemple. Même dans des interventions aux Nations Unies, ou encore ça ne suffit pas? On mentionne qu'il faut combattre le choléra, mais une position officielle sur le phénomène. Le nombre de morts, quels sont les dégâts collectifs, par exemple. Haïti n'est pas un pays aujourd'hui, comme on dit, ouvert aux affaires, ouvert au tourisme. Haïti est un pays ouvert au choléra ces 8 dernières années. Donc dédommagement et réparation. Et réparation collective, et réparation individuelle. Donc je crois que le défi maintenant, c'est pour l'État haïtien de prendre une position claire et comment entamer une négociation avec les Nations Unies. À la fin du livre, au dernier chapitre, je suggère 4 voies possibles
qui sont complémentaires, qui ne sont pas exclusives. Et j'essaie de prêter en service public à l'État haïtien, mais également à ceux qui sont les pauvres parmi les pauvres. Parce que, Wendell, il faut que les téléspectatrices et téléspectateurs se rendent compte que lorsque quelqu'un est atteint par les vibrions colériques, par ce type de bacilles, il perdait 20% de la masse corporelle en 4 heures. Il mourait. S'il ne cherchait pas de secours immédiatement, il mourrait. C'est pire qu'être piqué par un serpent venimeux. Les enfants perdaient 20% de la masse corporelle en 2 heures, ils mouraient. Donc il y a des centaines, il y a des milliers de gens qui sont morts sans savoir pourquoi, sans attendre un service de secours qui n'existait pas. Rendez-vous compte, dans les bornes, dans le département du centre, même dans la vallée de l'Artibonite, qu'est-ce que les gens ne savent? Ils sont morts comme ça, comme des milliers. Et ceux-là ne sont pas pris en compte dans les statistiques officielles, parce que les statistiques officielles parlent des morts qui ont été soignés à un moment donné dans le système de santé, qui va se mettre en place bien plus tard. Et selon le docteur, on aurait 50 000 morts. 50 000 morts. Docteur Saitenfus, on va observer la pause. Au retour, vous partagez avec nous les recommandations, je suppose qu'elles sont nombreuses, qui sont mentionnées dans le livre. Alors, je rappelle au public que la vente signature de ce livre se fera aujourd'hui et jeudi. Oui. Les Nations Unies et le choléra en Haïti, coupables mais non responsables, c'est la question que vous posez. Et l'on essaiera encore de voir que faire dans ce contexte-là, comment le peuple haïtien doit comprendre. Au gouvernement, vous avez formulé une proposition, à savoir qu'il est temps qu'il y ait une position officielle de l'État haïtien par rapport aux Nations Unies. On verra tout cela après la pause. D'accord, merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ricardo Saitenfus est notre invité ce matin. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que c'est Ricardo Saitenfus qui est notre invité ce matin. Avant de répondre aux questions évoquées avant la pause, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez dédié à la mémoire de Micha Gaillard, Guy Alexandre, René Préval et Carrie Hector ce livre? Ce sont 4... D'abord, René Préval d'abord. Ce sont 4 grands hommes qui ont participé de ma formation en tant que chercheur sur les affaires haïtiennes. Chacun à sa façon. J'ai connu Micha pendant que je venais épisodiquement en Haïti, à la fin entre 2004 et jusqu'au tremblement de terre. On a eu beaucoup de contacts. Je le trouvais une personnalité très particulière et un combattant pour la démocratie. Guy Alexandre, c'est quelqu'un qui a fait un parcours universitaire et également un défenseur des droits des Haïtiens à l'étranger, spécialement en République dominicaine. Et j'étais très proche de lui. Carrie Hector, c'est l'historien qui m'a conduit, comme j'ai dit dans un article lors de son décès, mais qui m'a pris par la main et qui m'a conduit dans les méandres de l'histoire haïtienne. Je le regrette beaucoup, c'est un grand ami. Et René Préval, vous savez, je suis quelqu'un qui reconnaît les qualités et quelques défauts. Et je me rappelle la phrase choc que vous avez prononcée ici à Métropole. Tu te rappelles. Très bien. Vous avez dit que c'est le politicien le plus brillant de sa génération. De cette génération. Oui, c'est lui le seul qui a transmis le pouvoir d'une façon pacifique. C'est le seul qui a réussi, c'est un des seuls qui a réussi à ne pas être en exil pour longtemps et ne pas mourir en exil. C'est quelqu'un qui a affronté avec beaucoup de tact, beaucoup de finesse et beaucoup d'humour. C'est une grande qualité humaine. C'est une phrase qui avait surpris pas mal de gens. Oui, la communauté internationale. J'ai moi-même été témoin
et acteur, malgré moi, de plusieurs épisodes. Sa finesse, son humour sarcastique, sa dureté également, quand il fallait. Sa fermeté. Sa fermeté. Et également, c'est un homme qui devrait être interprété, et c'est un homme du silence et des demi-mots. Et on a vu lors de son décès, j'ai même écrit un article dans le Nouvelliste, Préval est mort, vive le prévalisme. Le prévalisme, c'est ça. C'est l'appel à l'union nationale minimale pour pouvoir affronter ces grands défis. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à Haïti. Et Préval, lors de sa mort, vous vous souvenez tous, a été pratiquement une unanimité nationale. Il est reçu des louanges. Il aurait peut-être souri un peu de voir quelques acteurs qui faisaient des éloges, qui, après sa mort, étaient des adversaires féroces pendant son existence. Mais en tout cas, c'est quelqu'un à qui j'ai accompagné depuis 2004, 2005, 2006, et à qui je crois qu'il fait beaucoup de défauts à Haïti aujourd'hui, une voix qui appelle à la concorde nationale. Monsieur Saint-Enfus, à la page 40 du livre, il est écrit ceci, et je cite, « L'historien et homme politique haïtien Thomas Madiou se demande en 1850 si par hasard cela tiendrait-il aux émanations de notre sol qui ne permettraient pas d'exister aux animalcules colériques ou à un état particulier de notre atmosphère. C'est le parfait contre-pied, comme nous verrons plus loin, à l'argumentation bancale des Nations Unies dans sa quête désespérée de trouver un bouc émissaire. Si l'on tente d'interpréter, est-ce que l'on peut dire que le choléra a été introduit au lieu de dire a été réintroduit? A été introduit pour la première fois en 2010. Haïti n'a jamais eu le choléra. Et le choléra, même au milieu du 19e siècle, est arrivé en République dominicaine, mais pas ici. Il est allé en Jamaïque, il est allé aux États-Unis. À part des petites îles qui ont été exemptées du choléra au cours de l'histoire, Haïti, c'est le seul grand pays du bassin de la Caraïbe qui ne connaissait pas le choléra. Donc, quand on dit le choléra revient en Haïti, non, le choléra arrive pour la première fois en Haïti avec les troupes des Nations Unies en octobre 2010. Point. C'est une vérité scientifique et historique. OK. Donc là, on comprend la colère des gens, ou encore la révolte, le sentiment de révolte que vous avez évoqué dans le livre. Maintenant, parce qu'Haïti a toutes les conditions pour avoir le choléra, n'est-ce pas? Oui. Toutes les conditions. Et c'est pour ça que Madiou se pose la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le choléra? Le gouvernement du 19e siècle avait pris des mesures prophylactiques, faisait très attention aux navires qu'accostaient en Haïti. Donc, et surtout l'isolement haïtien. Parce qu'il n'y a jamais eu de troupes étrangères à part les Américains. Donc, Haïti conquiert son indépendance très tôt. Il reste isolé du monde. Donc il n'y a pas de mouvement de troupes comme par exemple à Cuba, quand les Espagnols arrivent, parce qu'en fait, le choléra est transmis à travers le mouvement de troupes. Ce n'est pas un touriste, un individu qui va à Mirbalais et qui apporte le choléra d'une façon si explosive, comme c'est un tsunami. Il faut un grand nombre de sujets pour faire cela, et cela doit être jeté dans les eaux de la région. C'est exactement ce qui a fait. Donc c'est à tort de dire que le dernier cas de choléra remontait à... Il n'y a pas eu de dernier. Il n'y a pas eu siècle déjà. Non, il n'a jamais eu de... J'ai entendu dire ça. Non. Donc c'est à tort. Il n'a jamais eu de choléra en Haïti. Maintenant, voyons pour les recommandations. Qu'est-ce qui devrait être fait aujourd'hui? Parce que à cette phase des débats, si les Nations Unies doivent dire quelque chose, il faudra penser à un dédommagement soit collectif, soit individuel. Ou les deux. Non, mais d'abord un pour les deux. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois que d'abord, il revient au gouvernement haïtien d'avoir une position sur cette affaire. Une position claire. Ce n'est pas un ministre qui dit ceci, le président qui dit cela, une phrase ici, un petit mot là. Non, il faut un document officiel. Voici la position de l'État haïtien, indépendamment du gouvernement. Et ça n'a pas été fait.
Et cela manque. Cela manque parce que... En quoi cela pourrait aider? Parce qu'on pourrait porter les Nations Unies à bien se fixer aussi par rapport à cela. Exactement, parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce que Haïti veut. Il y a des gens qui disent que même la déclaration de Ban Ki-moon paraissait plutôt floue et n'engageait pas l'organisation. Mais n'engage pas. À partir du moment que la responsabilité est seulement sur le plan moral, il n'a aucun engagement. Et vous dites quoi? Je dis qu'il a une responsabilité légale. C'est pas moral, tout simplement. Non. La morale, c'est quelque chose d'intime. Légal, c'est quelque chose de collectif, qui doit être reconnu. Donc, je crois que le premier pas, c'est avoir une position claire du gouvernement à travers un document succinct qui établit les faits, qui fait un certain nombre de points et propose un certain nombre d'issues possibles. Quelles seraient ces issues possibles? Vous savez, je ne suis pas au gouvernement, je suis un seul professeur. Oui. Mais avant de continuer, est-ce que l'organisation n'avait pas proposé une intervention, encore une assistance dans l'installation des systèmes d'adduction d'eau potable? Bien sûr. Ils ont proposé surtout un combat contre le choléra. Alors, il y avait deux voies possibles. Un combat immédiat contre le choléra à travers le centre de CDC, n'est-ce pas, le centre de combat au choléra, et également un plan à plus longue échéance d'assainissement de l'eau des égouts en Haïti. Ça, c'est un plan qui n'a pas été mis en marche. Mais le combat de choléra, oui, avec des hauts et des bas, je crois, ça c'est la bonne nouvelle, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas médecin, mais que dans les prochaines années, on pourrait arriver à éliminer le choléra en Haïti. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas revenir plus tard, n'est-ce pas, si on n'améliore pas les conditions sanitaires d'Haïti. Donc, je crois que d'abord, une fois arrêté une position officielle de l'État haïtien, du gouvernement et de l'État haïtien, il faudrait commencer une négociation avec les Nations Unies. Il y a 3 ou 4 voies possibles. La première, c'est la plus simple, c'est que les Nations Unies, pour ce cas spécifique, renoncent à leur interprétation sur l'immunité. Oui, d'accord, on n'a pas l'immunité, on est responsable également, et on va se réunir pour calculer les indemnisations collectives individuelles. Voilà, ça serait la chose la plus simple. La deuxième, c'est prendre la jurisprudence des opérations de paix lorsqu'il y a eu des affaires pas similaires à Wendell, ni semblables, mais où il y a eu le versement d'indemnisation pour des actions ou des omissions des opérations de paix, surtout en Afrique. Il y a des cas où les Nations Unies ont été d'accord de verser des indemnisations. Donc, il pourrait être une inspiration, même si le cas haïtien est unique. Là, c'était des indemnisations individuelles pour une famille, pour une propriété. Ici, non. C'est des indemnisations à l'État haïtien et individuelles aux familles des victimes. Une troisième voie, c'est se mettre d'accord avec les Nations Unies pour soumettre le cas à un avis consultatif de la Cour internationale de justice. Comme son nom l'indique, avis consultatif, c'est une opinion juridique sur l'affaire en cause et qui donne une solution à l'affaire. Il n'est pas obligatoire. Mais je propose, si on prend ce chemin, que tant le secrétaire général quand la présidence haïtienne s'engage à accepter la décision qui devient une décision auto-applicable de la Cour internationale de justice. Et finalement, une quatrième, Haïti pourrait faire une démarche elle-même, c'est demander la médiation du pape François. On sait que dans l'histoire, le Vatican a joué un rôle de médiateur dans plusieurs affaires de frontières, de problèmes de litiges entre certains États, à l'intérieur même des États. Et donc, on pourrait imaginer que le pape François soit intéressé, étant donné la situation objective d'Haïti, le nombre de catholiques qu'il y a dans le pays, la sympathie qu'Haïti recueille auprès des autorités du Vatican.
serait un chemin. Mais évidemment, pour que cette médiation puisse avancer, il faut que l'autre partie soit d'accord. N'est-ce pas? Quand vous dites l'autre partie, vous parlez des Nations Unies. Des Nations Unies, Donc, soit d'accord. donc là, vous invitez l'État haïtien à exercer des pressions aussi sur les Nations Unies. Est-ce qu'Haïti peut le faire? Je ne sais pas si c'est des pressions, des propositions, n'est-ce pas? Il faut que, d'abord, l'État haïtien... Oui, mais le docteur en relations internationales peut nous guider, quoi. Non, mais vous savez, il faut commencer pour présenter une position, n'est-ce pas? C'est la première chose à faire. Oui. Il faut ensuite établir une stratégie. Et ensuite, contacter les alliés pour appliquer cette stratégie. Haïti a beaucoup d'alliés. Il ne le sait pas. Beaucoup d'États qui sont importants dans le monde, des gouvernements, qui vont appuyer Haïti. Et ça, c'est important. C'est important. Mais il faut avoir ces trois niveaux, ces trois moments en tête et pouvoir le mener à bien. Il ne faut pas simplement recevoir des informations, les accumuler et ne rien faire, comme si cette affaire n'était pas au cœur de l'État haïtien. Or, c'est, Wendell, si tu permets, les pauvres parmi les pauvres qui ont été atteints le premier par le choléra, qui après s'étend partout, même en République dominicaine. Un autre pays qui regarderait avec un intérêt certain, c'est la République dominicaine. Il y a eu au moins 480 morts en République dominicaine. Et vous avez dit au nom de l'image, de cette mauvaise image projetée à l'extérieur, Haïti a droit à une réparation. Je veux dire, vous avez parlé d'Haïti qui cesse d'être une destination pour son soleil, pour son climat, mais aujourd'hui, on parle à l'étranger d'Haïti choléra. C'est ça, depuis 8 ans, on parle de ça. Depuis 8 ans. Si je parle des chiffres des statistiques pour l'entrée des touristes en Haïti, mais sûrement, ça a eu un impact certain. Certain. Alors, il faudrait que l'État haïtien fasse sa part. La meilleure du monde pour les Nations Unies et le pire du monde pour les victimes, c'est que l'État haïtien ne fasse rien ou qu'il fasse des déclarations épisodiques. Je crois que l'État haïtien doit le faire avec respect, avec dignité, avec responsabilité, mais le faire. Mais les Nations Unies sont quand même représentées en Haïti actuellement par la MINUJUST. Oui. Est-ce que la MINUJUST, déjà présente, n'aurait pas un rôle à jouer de façon conjointe avec l'État haïtien? Je ne sais pas, non. Eux sont eux, nous sommes nous. Vous voyez, je me mets à côté des Haïtiens. Je ne crois pas. Dans ces cas, ça sera une négociation, n'est-ce pas? On ne va pas demander à notre opponent, à notre oppositeur, à notre adversaire à nous aider à définir notre stratégie. Eux sont eux, ils dépendent du secrétaire général de la MINUJUST. Ils dépendent du Conseil de sécurité, c'est une décision du Conseil de sécurité. C'est avec eux qu'on doit négocier. C'est avec eux. Mais d'abord, pour négocier, il faut qu'on ait une position claire, un document, une stratégie et des alliés. Je termine avec cette phrase de Mario Joseph, que vous citez souvent pendant cet entretien. En clair, avec cet ouvrage, le procès est fait. Les Nations Unies sont condamnées. Les nombreuses victimes attendent d'être réparées. C'est cela. Vous partagez ça, cette phrase? C'est cela. Et vous êtes certain aussi? C'est un éloge au livre, n'est-ce pas? Lorsque j'ai envoyé à Maître Mario Joseph pour lui demander une préface, j'attendais sa réaction. Je me suis dit, c'est quelqu'un, c'est pas mon combat. J'ai eu d'autres choses à faire, mais depuis 8 ans, Mario Joseph se bat pour les familles des victimes, pour les indemniser. Donc, il est au premier loge. C'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire, même s'il n'a pas porté ses fruits encore, n'est-ce pas? Et alors, j'étais très curieux de savoir comment, lui, étant juriste et un combattant pour la justice, allait recevoir ce livre. Et il fait les plus grands éloges dans la mesure où il accepte à écrire la préface. Et en même temps, il dit que le procès des Nations Unies, ce n'est pas dans la cour de New York, c'est à travers ce livre qu'il est fait. On a parlé de Thomas Madiou, Oui. qui au XIXe siècle a se posé certaines questions, à savoir pourquoi il n'y a pas de choléra en Haïti alors que les conditions sont réunies. Et plus loin, on parle du bassin de la Caraïbe qui a connu 3 pandémies de choléra
à Cuba, la Jamaïque et Porto Rico. Pourquoi, selon vous, malgré que les conditions sont réunies, pourquoi le choléra n'a pas été... Parce qu'Haïti était isolé du monde, n'est-ce pas? Haïti, avec l'indépendance faite comme elle a été faite, a été interdit d'avoir une marine marchande, par exemple. Haïti n'a pas été envahi par des troupes étrangères, qui sont celles qui portent le choléra. Ce n'est pas le cas de Puerto Rico, ce n'est pas le cas du Cuba, n'est-ce pas, qui a eu son indépendance bien plus tard. Donc l'isolement économique et politique d'Haïti pendant le XIXe siècle a empêché également ces contacts avec des militaires, avec des troupes, et à préserver Haïti de ces vibrions colériques, ce qui est très bien. C'est qui est très bien. Si vous êtes un combattant, si vous êtes intéressé par ce dossier, rendez-vous aujourd'hui à l'hôtel Le Plaza pour acheter ce livre. La vente signature, c'est aujourd'hui et jeudi. Jeudi au Mupana. Mupana. Et le prix 1500 gourdes. 1500 gourdes et ce matin. Et avant de vous remercier d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Métropole, dites-nous en une phrase comment ont été les réactions au précédent ouvrage. Extraordinaire. Extraordinaire. Je n'ai pas accompagné les ventes, mais je suppose qu'il y a eu 3 ou 4 éditions ici. Il y a une édition au Canada. Par contre, au Brésil, il a été publié la version originale, ça a vendu très très peu. Haïti fait pas recette, même si aujourd'hui les militaires qui ont passé par Haïti, les forces commandes brésiliennes, sont tous au nouveau gouvernement qui va entrer en fonction le 1er janvier. En parlant du Brésil, les ressortissants haïtiens se portent comment là-bas maintenant? Ça va, ça va. Est-ce que vous les rencontrez? Est-ce que vous les voyez? Non, je suis à la retraite depuis 2 ans. Je vis dans un petit village, à la campagne, à la montagne. Donc, j'ai pas. Mais j'entends parler, il y a des étudiants, parfois je vais faire des conférences, et je rencontre des étudiants haïtiens et qui m'interrogent. Je parle en créole, je parle en français. Et non, je crois que peut-être avec le nouveau gouvernement, ça, il faudrait peut-être attirer l'attention du gouvernement haïtien, les règles d'entrée des Haïtiens au Brésil vont changer. Ouais. J'ai l'impression, comme ce fut le cas dernièrement, Bolsonaro, c'est ça? Oui, comme ce fut le cas dernièrement au Chili. Je crois que la situation de la migration haïtienne et autres, avec des gouvernements de droite ou de centre-droite, ce n'est pas la même qu'on avait au Chili auparavant et au Brésil. Donc au gouvernement haïtien de prendre des mesures pour inciter les jeunes à rester chez eux, à ne pas prendre le chemin du Brésil? Au moins pouvoir s'informer. Quelles sont les prétentions brésiliennes au sujet de l'immigration? J'ai l'impression que les indications qui ont été données, ce n'est pas encore officiel, puisque le gouvernement entre en fonction le 1er janvier. J'ai l'impression que les mesures changeront. Maintenant, petite fuite en avant. Ça va se passer comment avec le prochain... D'abord, est-ce qu'il y aura un livre encore sur Haïti? Je vais compléter une trilogie. Je t'avoue que je vais faire un 3e livre. Le premier sur la communauté internationale, l'échec de l'aide. Le 2e sur le choléra et le 3e sur vous, les Haïtiens. Sur nous, Haïtiens? Oui. Qu'est-ce que vous allez dire? On ne sait pas, on verra. Au livre en folie en juin. On parlera des bons côtés des Haïtiens, des qualités et des défauts des Haïtiens, non? Oui, voilà, c'est ça. Une vision du Sud d'un ami d'Haïti sur mes presque compatriotes haïtiens. Qu'est-ce qui pourrait déjà nous encourager à vous appeler pour vous dire est-ce que le livre est prêt? On verra. À quand ça sortit? On verra au mois de juin. Merci infiniment, M. Setenfus. C'est moi. Nous étions très contents de l'entretien. Et on gardera le contact, puisque ça fait déjà longtemps qu'on vous reçoit ici à Métropole pour les grandes déclarations, pour la vente signature de vos ouvrages et pour les positions qui dérangent aussi parfois. Ils sont clairs. Ils ont l'avantage d'être tout à fait nets et clairs. Et toujours au bénéfice de ceux qui sont les plus amples. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Ricardo Seitenfus. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.